Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apérophilos, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre est un manuel, je devrais même dire, le manuel de référence en termes de stratégie militaire, le plus cité et le plus commenté encore de nos jours. Il a été écrit entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. La datation exacte est difficile, d'autant plus difficile que son auteur, Sun Tzu, est un personnage mystérieux. Certains spécialistes prétendent même qu'il n'aurait tout simplement jamais existé, ou en tout cas qu'on n'aurait pas de réelles preuves de son existence. Tandis que pour d'autres, il s'agirait d'un noble originaire du royaume de Qi, qui aurait étudié l'art militaire pendant des années, avant de devenir conseiller du roi. Et ces conseils auraient permis au roi de l'époque de conquérir de nombreuses régions du territoire de Chine, puisqu'à l'époque, la plupart des guerres étaient d'ordre interne. Mais que Sun Tzu ait réellement existé ou pas, en réalité peu importe. Parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le contenu de son livre, L'art de la guerre. L'art de la guerre, qui, je le précise tout de suite, n'est pas un livre de philosophie, mais qu'on peut appréhender de manière philosophique. L'art de la guerre, c'est un rapport au conflit, c'est un rapport à l'efficacité et à l'intelligence, dont on peut tirer des choses philosophiquement parlant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cet épisode. Alors je vais commencer en vous racontant une anecdote qu'on attribue à Sun Tzu, une anecdote qui va nous mettre un peu dans l'ambiance. Sun Tzu propose au roi de lui montrer comment on dirige une armée. Et pour ça, il lui demande de réunir ses 180 domestiques. Le roi a plusieurs maîtresses, Sun Tzu en choisit 2, et il les nomme officiers. Et là, il leur dit qu'à son signal, elles devront se tourner vers la droite. Sun Tzu dit « à droite », et les 2 maîtresses éclatent de rire. Elles ne prennent pas le jeu au sérieux. Sun Tzu se tourne vers le roi et lui dit « lorsque l'ordre n'est pas exécuté, c'est qu'il n'a pas été énoncé clairement. C'est donc le général qui est en tort. » Il se retourne vers les maîtresses, il leur demande si elles savent distinguer leur droite de leur gauche. La réponse est oui. Il leur répète qu'à son signal, elles devront se tourner vers la droite. À droite. Les maîtresses éclatent de rire à nouveau. Et là, Sun Tzu se retourne vers le roi et il dit « lorsque l'ordre n'est pas exécuté, alors qu'il a été énoncé clairement, ce sont les officiers qui sont en tort. » Et il fait exécuter les 2 maîtresses. Pour de vrai. À partir de là, tous les domestiques ont joué le jeu. Ou plutôt, ils ont compris que ce n'était pas un jeu. Et ils se sont mis à obéir comme un seul homme. La morale de cette histoire, c'est qu'en matière militaire, on ne fait pas de sentiments. La pitié n'a pas sa place sur le champ de bataille. La compassion n'a pas sa place. La seule chose qui a sa place, c'est la victoire. Et la victoire exige d'être impitoyable. La première chose dont il faut parler, c'est le fait que pour Sun Tzu, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, autrement dit, la guerre est par définition amorale. Ce qui compte, ce n'est donc pas la nature des moyens. Ce qui compte, c'est le résultat. La victoire. La victoire justifie qu'on aille contre la morale. Donc s'il faut tuer des innocents pour ça, aucun problème. S'il faut mentir pour ça, aucun problème. Sun Tzu identifie l'art de la guerre à l'art de la ruse, à l'art du mensonge et de la manipulation. Quand on pense à la guerre, habituellement, on pense aux armes, aux fusils, aux missiles, aux bombes. Ou on pense aux soldats, c'est-à-dire
à ceux qui manient les armes. Autrement dit, quand on pense à la guerre, on pense à l'exercice de la force. Une armée est d'autant plus redoutée qu'elle est matériellement puissante. Bien, ce que nous dit Sun Tzu, c'est que ça marche pas comme ça. On ne peut pas miser uniquement sur la force. C'est important, la force. Et Sun Tzu le dit plusieurs fois. Chaque munition laissée par l'ennemi, on la récupère. Les prisonniers, on les garde. Et on les fait travailler. Donc ça compte, la puissance matérielle. Ça compte, mais ça fait pas tout, nous dit Sun Tzu. Ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la stratégie. Et la stratégie, c'est le plan d'ensemble qui permet de n'utiliser la force que dans les cas où c'est nécessaire. Mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. On peut obtenir des résultats bien plus efficaces sans la force. C'est ça la stratégie. Utiliser toutes les données disponibles pour vaincre en se battant le moins possible. La stratégie, c'est par exemple tout ce qui contribue à créer de la confusion chez l'ennemi. Parce que de la confusion naît l'erreur. Et une erreur, c'est une occasion. Une guerre ne se gagne pas seulement sur nos réussites. Elle se gagne également sur les erreurs de l'adversaire. Parce qu'on peut construire sur ces erreurs. Comme aux échecs, on en parlera tout à l'heure. Ou comme en boxe. Un boxeur ne gagne pas uniquement parce qu'il frappe le plus fort. Il gagne aussi parce qu'il a su exploiter les erreurs de son adversaire. Un mauvais cadre, un mauvais cardio, une mauvaise garde. La garde, c'est l'équivalent du rempart. Donc un boxeur a tout intérêt à faire baisser sa garde à son adversaire. Parce qu'alors, il peut l'atteindre. Il peut lui causer des dégâts. Parce que dès lors que l'adversaire est à découvert, il est impuissant. Et il n'y a besoin que de peu de puissance pour vaincre un ennemi sans défense. La puissance s'effondre face à la ruse. Donc pour Sun Tzu, une guerre efficace, c'est une guerre dans laquelle on n'a pas besoin de combattre. Une bonne guerre, c'est une guerre dans laquelle notre victoire ne dépend pas de notre force, mais de notre capacité de manipuler les forces adverses. Dans l'imagerie occidentale, quand on pense à l'art martial chinois, on pense au code de l'honneur, on pense au sacrifice, à la vertu. Sauf que ça, c'était avant Sun Tzu. Le combat pour la gloire, le combat héroïque. Le problème, c'est que celui qui combat pour la gloire va privilégier la distinction individuelle à l'efficacité collective. Celui qui combat pour la gloire veut qu'on retienne son nom. Il veut qu'on pense à lui comme un modèle. Parce que c'est ça qui est beau dans la guerre. La bravoure. Ce que nous dit Sun Tzu, c'est que la guerre est une affaire trop importante, trop vitale, c'est le mot qu'il emploie, pour y introduire des considérations esthétiques. Les guerriers ne sont pas là pour laisser leur nom dans l'histoire. Ils sont là pour gagner. Ce qui doit primer dans la guerre, c'est l'efficacité. Et l'efficacité ne prône pas le sacrifice. S'il y a eu sacrifice, c'est qu'il y a eu erreur. C'est qu'on a mal appliqué la stratégie. Ou qu'on n'avait pas du tout de stratégie. La stratégie militaire repose sur le principe de l'économie. Économie au sens de parcimonie. Au sens où on dit qu'on économise les forces. Donc, pas de code de l'honneur, pas de vertu guerrière. Parce que la guerre n'est pas une affaire de morale. C'est une affaire de survie. La survie est au-dessus de la morale. La survie est au-dessus de tout. Sun Tzu, c'est un peu le général qu'aurait voulu Machiavel. Machiavel qui a lui aussi écrit un ouvrage qui s'appelle L'art de la guerre, et qui sur le plan politique
développe exactement la même approche que Sun Tzu, à savoir que le pouvoir, c'est d'abord de la stratégie. Et que le meilleur des stratèges, c'est celui qui met la morale de côté. C'est celui qui privilégie l'efficacité. Rappelez-vous ce que disait Machiavel. Il disait que le prince devait maîtriser l'art de la simulation et de la dissimulation. Qu'être juste n'était pas une finalité en soi. Qu'il fallait être juste quand c'était utile, mais ne pas hésiter à être injuste quand c'était plus utile. Raison pour laquelle, quand on lui demandait s'il valait mieux être craint ou être aimé, Machiavel répondait qu'il valait mieux être craint. Parce qu'on se soumet plus facilement par crainte que par amour. Preuve en est qu'après avoir tué les 2 maîtresses du roi, tout le monde a filé droit. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bien de la même façon que le critère de Machiavel, c'est l'utilité pour le pouvoir, le critère de Sun Tzu, c'est l'utilité pour la victoire. Et quand Machiavel dit que le prince doit maîtriser l'art de la simulation et de la dissimulation, Sun Tzu dit quant à lui, je cite, « Toute guerre est fondée sur le semblant. » Sur le semblant, c'est-à-dire sur les apparences. Et donc sur la falsification des apparences. On veut attaquer par l'ouest, on fait mine d'attaquer par l'est. On dispose d'une armée puissante, on fait mine d'être affaibli. Et inversement. Bref, on fait tout pour tromper l'adversaire. Pour tromper sa perception. C'est presque du Descartes avant l'heure. L'idée que nos perceptions sont trompeuses. Et qu'il faut se fier, non pas à sa perception, mais à sa raison. Donc si vous êtes sur le champ de bataille, et qu'au loin, vous apercevez de la fumée, vous allez vous dire, les ennemis sont là. Ils ont établi leur campement. Et ils font du feu pour faire bouillir la marmite. Et maintenant qu'on les a localisés, on va pouvoir les encercler et se jeter sur eux. Sauf que, le temps que vous arriviez jusqu'à eux, c'est vous qui vous êtes fait encercler. Parce que le feu avait été allumé intentionnellement pour vous attirer jusque-là. Parce que, voyant ce feu, vous en avez déduit que l'ennemi était là, et qu'il fallait y aller. Mais vous ne vous êtes pas dit que votre ennemi avait anticipé cette réaction. Vous êtes tombé dans son piège. L'art de la guerre n'est donc pas seulement l'art de la simulation. C'est aussi l'art de l'anticipation. L'anticipation qui dépend justement de la raison. Qu'est-ce que la raison, sinon l'outil qui permet d'anticiper ce qui va arriver à partir de ce qui est? C'est la définition de l'intelligence. Observation, compréhension, adaptation. L'intelligence, c'est une projection dans la causalité. Projection parce que ce n'est pas encore arrivé. Dans la causalité parce que les faits sont déterminés par la causalité. Tout ce qui arrive a des raisons d'arriver. L'intelligence, c'est être capable de créer des situations dont les conséquences sont prévisibles et d'exploiter ces conséquences à son avantage. La guerre, selon Sun Tzu, c'est une partie d'échecs, ou de jeu de Go, si on veut rester dans la culture chinoise. Le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie dans lequel l'objectif, c'est de capturer des territoires en les encerclant. C'est un jeu très complexe, dans lequel le hasard et la précipitation n'ont pas leur place. De la même façon, aux échecs, on réfléchit avant de jouer. On projette mentalement les conséquences à court, moyen et long terme de chaque déplacement de pièce. Il faut anticiper la réponse de l'adversaire et il faut anticiper sa réponse à notre réponse. Un vrai casse-tête chinois. Donc les échecs, c'est l'une des meilleures transpositions de l'art de la guerre. Parce que c'est une guerre de prédiction. Quand un maître d'échecs annonce « mat en 8 coups », ça veut dire qu'il est capable d'anticiper 7 réponses de l'adversaire. Parce que c'est ça l'intelligence. La prédiction. La prédiction issue de l'analyse abstraite. Quelqu'un qui agit de manière impulsive
quelqu'un qui ne projette pas par avance les conséquences de son action, c'est quelqu'un qui ne peut pas l'emporter sur quelqu'un qui anticipe. C'est aussi simple que ça. Et donc la recommandation principale de Sun Tzu, c'est que pour gagner une guerre, il ne faut pas combattre énergiquement. Il faut combattre intelligemment. Donc la guerre ne doit pas être confiée à des brutes épaisses. Elle doit être confiée à des gros cerveaux. À des cerveaux insensibles au bien et au mal, mais extrêmement sensibles aux informations. L'intelligence, c'est la sensibilité aux informations. Quand on lit Sun Tzu, on a l'impression que gagner une guerre, il n'y a rien de plus simple. Qu'il suffit de réfléchir avant d'agir. Qu'il suffit de ne pas se lancer aveuglément dans la bataille et de juste prendre de la hauteur. Quelque chose, il faut bien l'admettre, que nous ne faisons pas toujours. Lorsqu'on est en situation de conflit, la plupart du temps, on est sous l'emprise de nos émotions. C'est la colère qui guide notre comportement. C'est le ressentiment, c'est la jalousie, c'est le désir de vengeance. Dans notre esprit, la guerre est associée à ce que Spinoza appelle les passions tristes, c'est-à-dire les émotions négatives. Ce que nous dit Sun Tzu, c'est qu'aborder un conflit sous le prisme de l'émotion, c'est se condamner à le perdre. Parce que les émotions obscurcissent le jugement. Et en obscurcissant le jugement, elles nous font commettre des erreurs. On le fait tous. Quand on est en colère contre quelqu'un, nos mots vont dépasser notre pensée. Nos actes vont dépasser notre volonté. On s'emporte. Et s'emporter, c'est se faire emporter. C'est perdre le contrôle. Pour Sun Tzu, la guerre, c'est le contrôle. Le contrôle de son armée, bien sûr, mais aussi le contrôle de ses émotions. Les émotions ne sont pas un terrain propice à la réflexion ou à l'anticipation. C'est la sérénité qu'il est, le détachement. Vous voyez, quand je vous disais que pour Sun Tzu, la guerre était quelque chose de vital, ça se perçoit dans la froideur de son approche. La guerre, ça ne sert pas à se défouler. Ça ne sert pas à expulser son énergie pour se sentir soulagé. Ça, c'est une approche émotionnelle du conflit. L'approche doit être rationnelle. Et de la même façon que les stoïciens disaient que les passions nous empêchaient d'être libres, parce qu'elles perturbent le jugement rationnel, de la même façon, Sun Tzu nous dit qu'il ne faut pas éprouver de colère contre l'ennemi. Il ne faut pas le haïr. Il faut le comprendre. Mettre son ego de côté et se demander « Comment pense mon ennemi ?» Parce que dès lors que je comprends comment pense mon ennemi, je deviens en mesure d'anticiper sa prochaine action. Et donc de l'attaquer. Ce que je ne peux pas faire si je suis aveuglé par mes émotions. Nos émotions rétrécissent notre champ attentionnel. On se focalise sur nos émotions. Et donc on ne voit plus le reste. Quand Spinoza dit ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre, il dit la même chose que Sun Tzu. Il dit que la compréhension est plus bénéfique que l'émotion. Et que, quand on veut combattre quelqu'un, il faut s'efforcer de le comprendre. Quand vous vous disputez avec votre patron, ou avec un ami, ou avec votre conjoint, ce qui vous anime, ce n'est pas le désir de comprendre l'autre, c'est le désir de vous affirmer et d'avoir raison contre votre interlocuteur. Ce qui nous anime dans un conflit, c'est le désir de reconnaissance, c'est-à-dire le désir que l'autre s'incline et reconnaisse que nous avons raison. C'est ça, un conflit géré par l'ego. Le seul problème, c'est qu'il y a de grandes chances que la personne en face de vous se dise la même chose. Et dans cette situation, plus l'implication émotionnelle va être forte, plus vous avez de risques de faire un faux pas.
de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Quelque chose qui va vous causer du tort. Donc l'art de la guerre repose sur le détachement émotionnel, sur le désengagement émotionnel. Je vais le dire autrement. Une guerre, c'est pas personnel. C'est la réplique de Michael Corleone dans Le Parrain, peu avant qu'il commette son premier assassinat. C'est pas personnel, c'est uniquement les affaires. Une règle que Michael ne respectera pas lorsqu'il tuera son frère, Fredo, après que celui-ci l'ait trahi. Avant de le tuer, Michael dira à Fredo « Tu m'as brisé le cœur ». C'était personnel. D'ailleurs, vous aurez remarqué que Le Parrain, c'est très lent. Il n'y a pas énormément d'action. Par contre, quand il y a de l'action, c'est expéditif. Expéditif parce qu'une offensive doit être expéditive. Une guerre doit être la plus brève possible, nous dit Sun Tzu. Donc c'est très lent parce que le plus clair du temps, on ne le passe pas à attaquer. On le passe à réfléchir, à élaborer une stratégie. La stratégie la plus machiavélique qui soit. Et c'est seulement une fois que la stratégie est bien définie qu'on passe à l'action. Alors il se trouve que l'art de la guerre est un livre particulièrement apprécié dans le monde de l'économie et de la finance. Et que vous dira un investisseur ? Il vous dira que le plus souvent, ne pas investir, c'est gagner de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le désir d'investir doit être régulé par l'intérêt à investir. On n'investit pas s'il n'y a pas intérêt à investir. Il vaut mieux attendre. Donc, attendre, ça fait partie de la stratégie. De la stratégie gagnante. Donc dire que ne pas investir nous fait gagner de l'argent, c'est dire qu'une erreur est toujours un manque à gagner. Et qu'il faut accepter parfois de patienter. La patience étant précisément la marque d'une maîtrise de ses émotions. Et d'ailleurs, c'est amusant que le mot « investir » fasse à la fois partie du lexique de la finance et du lexique militaire. Investir de l'argent, investir un territoire. On parlait du Parrain et du fait qu'on trouvait dans le Parrain certaines allusions à l'art de la guerre de Sun Tzu. Il y en a une autre, encore plus connue, qui est « Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près ». C'est une phrase que prononce Michael dans Le Parrain 2, et c'est une reprise directe d'une phrase de Sun Tzu qui dit « Connais-toi toi-même et connais ton ennemi ». Donc « Connais-toi toi-même », on pense évidemment à Socrate, et « Connais ton ennemi », on pense à Spinoza. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ne pas maudire, mais comprendre. Connais ton ennemi, c'est vraiment ça, la règle d'or de l'art de la guerre. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait celle-là. Parce qu'elle contient toutes les autres. Elle contient l'idée que la connaissance est plus utile que la force. Elle contient l'idée qu'il faut privilégier la raison aux émotions. Et elle contient l'idée que la guerre n'est pas une affaire d'ego. Et que donc il faut être capable de se transposer dans la conscience de l'ennemi. De voir comme lui. De penser comme lui. Quand on tend un piège à l'ennemi, il faut se mettre à sa place. C'est-à-dire oublier notre propre pensée et notre propre perception. Aussi paradoxal que ça puisse être, l'art de la guerre repose sur l'empathie. Une empathie instrumentale, une empathie stratégique, mais une empathie tout de même. Quelqu'un qui crée une entreprise, ou quelqu'un qui crée un produit, ce qu'on lui apprend dans les écoles de commerce, c'est de ne pas penser en créateur, c'est de penser en consommateur. C'est de se mettre à la place de son client. Le client étant celui dont il faut investir le portefeuille. Se mettre à la place du client, ça veut dire décentrer son point de vue. Se focaliser sur la conscience de l'autre plutôt que sur sa propre conscience.
parce que la conscience de l'autre détermine son comportement et que son comportement détermine le nôtre. Je disais tout à l'heure que quand on pensait à la guerre, on pensait immédiatement à la force. En l'occurrence, à la force matérielle, les armes, les soldats, l'équipement. Mais il y a un deuxième type de force auquel on doit également penser, c'est la force mentale, le fameux moral des troupes. Et dans une guerre, on se doit de tenir compte du moral des troupes. Du moral de ses troupes et du moral des troupes adverses. Que nous dit Sun Tzu ? Il nous dit que le facteur psychologique est un élément déterminant de l'équation militaire. On l'a dit tout à l'heure, l'art de la guerre, c'est l'art de la tromperie. Donc la manipulation psychologique fait partie de la stratégie. Toujours selon l'idée que le critère, c'est l'efficacité. Donc il faut ménager le moral de ses troupes, et il faut atteindre le moral des troupes adverses. Et ça nous ramène directement à quelque chose qui est énormément exploité depuis le XXe siècle, à savoir la propagande de guerre. En temps de guerre, l'information n'est pas neutre. Elle ne peut pas être neutre. Parce que l'information fait partie de la stratégie. Le but de la propagande de guerre, c'est de mettre l'opinion publique dans sa poche. Pour que les soldats se sentent soutenus. Pour qu'à leur retour, ils soient accueillis comme des héros, pas comme des bouchers. Et aussi pour que le gouvernement ait les mains libres pour agir, pour débloquer les budgets, pour justifier un effort national, le fameux effort national. Donc, la guerre contemporaine est à la fois opérationnelle et informationnelle. Et la désinformation se confond avec l'information. Il n'y a plus d'information vraie ou d'information fausse. Il y a de l'information utile ou de l'information nuisible. Et ce n'est pas propre à un État ou à un autre. C'est propre à tout État qui s'engage dans un conflit ou qui a des intérêts dans ce conflit. Parce que la guerre est une affaire d'intérêt. Donc la propagande de guerre, c'est tout ce qui consiste à introduire dans le commentaire des opérations militaires des informations fausses ou incomplètes qui justifieront le déploiement de moyens supplémentaires. Plus l'ennemi sera présenté comme dangereux, comme sanguinaire, comme imprévisible, plus l'opinion va trouver logique et légitime qu'on recourt à tous les moyens disponibles contre lui. Le principe de la propagande, c'est le manichéisme. C'est la diabolisation de l'ennemi. Parce que la nuance est interdite en temps de guerre. La vérité est interdite. Comme le disait Noam Chomsky, le but de la propagande, c'est la fabrique du consentement. Et dès lors que vous vous prononcez sur un conflit, dès lors que vous vous prononcez sur qui a tort ou qui a raison, sur la base des informations émanant de l'appareil médiatique de l'État auquel vous appartenez, vous devenez un relais de cette propagande. Un élément des forces psychologiques engagées dans le conflit. Que vous le vouliez ou non. Et encore une fois, le propos n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Le propos est de savoir, est-ce que c'est efficace ? Oui, c'est efficace. Et pour Sun Tzu, tout ce qui est efficace doit être mobilisé. Donc bien sûr, à son époque, il n'y avait pas de propagande de guerre, puisqu'il n'y avait pas de moyens de communication à grande échelle. Mais le principe reste le même. La désinformation, la manipulation, au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Savez-vous comment on appelle le fait d'entretenir des relations secrètes avec un ennemi en temps de guerre? On appelle ça intelligence avec l'ennemi. Pas connivence, pas complicité, intelligence. À croire que même au niveau de la désignation juridique, l'intelligence va de pair avec la malfaisance. Dans le mythe de Prométhée, l'intelligence
est symbolisé par le feu. Parce que le feu, c'est une source de lumière. Et que plus on a de lumière, plus on peut voir loin. L'intelligence, c'est la capacité à voir loin. À voir l'enchaînement des étapes. L'intelligence, c'est ce qui rend prévoyant. On voit avant. Avant quoi? Avant d'agir. On voit les conséquences déclenchées par notre action avant que cette action n'ait eu lieu. En grec, Prométhée veut dire le prévoyant. C'est lui que les dieux ont désigné pour créer les animaux sur Terre. Et mal avisé pour le coup, il laisse son frère Épiméthée s'en occuper à sa place. Épiméthée se met au travail, il répartit les forces et les faiblesses. Certains auront des plumes, d'autres des poils, certains auront des cornes, d'autres des griffes. Il fait ça très bien. Sauf qu'il oublie l'homme. L'homme se retrouve nu. Nu, donc désemparé, à la merci des autres espèces. Pour corriger le tir, Prométhée va dérober le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes. Munis du feu, les hommes deviennent intelligents. Ils deviennent éclairés. Et depuis, l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. L'origine du pouvoir de l'homme, c'est son esprit. Un esprit qu'il peut prolonger dans la matière par l'intermédiaire de ses mains. Sans l'intelligence, l'homme aurait déjà disparu. Il se pourrait d'ailleurs qu'il disparaisse à cause de son intelligence. Mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que ce qu'a compris Sun Tzu, c'est le primat de l'esprit sur la matière. C'est le fait que quand une armée triomphe, c'est son intelligence qui triomphe. L'intelligence, c'est la manipulation spirituelle des forces matérielles. Dans l'épisode biblique du Jardin d'Éden, le serpent parvient à convaincre Ève, puis Adam, de goûter le fruit défendu. Qu'a-t-il fait pour les convaincre? Il les a séduits. Il leur a dit « Si vous goûtez ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Ça donne envie. Surtout quand on n'a aucune idée de ce qu'est la distinction entre le bien et le mal. Avec cette stratégie, le serpent était sûr d'arriver à ses fins. Parce qu'il a donné à Adam et Ève une motivation à enfreindre l'interdit. Il ne les a pas forcés, il ne les a pas contraints, il les a séduits. Et si le serpent est bel et bien Satan, ou l'un de ses disciples, on comprend en quoi la séduction constitue la stratégie du mal. Satan a comme surnom le tentateur. Et étymologiquement, séduire, ça veut dire dévier. Ça veut dire détourner. Détourner du bien et du droit chemin. L'être humain est corruptible. Et ce qui le rend corruptible, ce sont ses passions. Ce sont ses désirs. L'être humain possède le désir, et Satan, c'est celui qui tire les ficelles de notre désir pour nous amener à commettre le péché. Le péché étant ce qui nous lie à la matière. Satan a besoin de montrer à Dieu que l'être humain est vil, qu'il est littéralement indigne. Satan a refusé de se prosterner devant Adam, comme Dieu le lui avait demandé. Il a refusé de se prosterner devant un être indigne, et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a déchu. Satan était un ange. Il est devenu un démon. Un ange maléfique, pour n'avoir pas voulu reconnaître la grandeur de l'homme. Satan s'est alors donné une mission. Prouver à Dieu qu'il a eu tort. Prouver à Dieu que l'homme est mauvais et qu'il ne mérite pas le respect des anges. Dès lors, Satan va
dédié son existence à détourner l'homme du bien, à le faire tomber, c'est l'image de la chute, dans ce qu'il y a de plus vil et de plus sombre en lui. Quand l'homme commet le mal, Satan rit, parce qu'il sait que le mal condamne les hommes. Il les condamne à la souffrance, il les condamne à la mort et à la répétition. Satan est le maître du monde parce que le monde est gouverné par le désir. Le monde est gouverné par le chaos. Dans la tradition chrétienne, Satan est parfois associé à un autre nom sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit exactement de la même entité. Lucifer. Lucifer, ça veut dire littéralement le porteur de lumière. On l'a vu avec Prométhée, la lumière, c'est l'intelligence. Et Lucifer est intelligent. Le mal est intelligent. L'intelligence, c'est ce qui permet au mal de nous conduire là où nous n'avions pas prévu d'aller, de nous manipuler, de nous téléguider. Le mal ne nous touche pas. Il ne pose pas sa main sur nous. Il nous attire. Il nous dit « Viens » avec sa main. Le mal ne nous force pas. Il nous met en confiance. C'est comme ça qu'il nous séduit. Jusqu'au moment où on se retrouve pris dans sa toile. Piégé. Piégé par nous-mêmes. En d'autres termes, le mal nous connaît. Il est obligé de nous connaître pour se jouer de nous. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce qui est en nous mieux que nous-mêmes. Le mal opère par la suggestion, c'est-à-dire en amenant sa proie à agir volontairement et en s'appuyant sur notre nature pour faire de nous ce qu'il veut. C'est ça, l'intelligence maléfique. L'intelligence qui nous connaît et qui utilise sa connaissance de ce que nous sommes pour parvenir à ses fins. Moralité, la chose la plus dangereuse au monde, la chose la plus à craindre au monde, le mal, ne triomphe pas par la force. Il triomphe par la connaissance et par l'intelligence. L'intelligence, c'est la véritable force, car elle est la puissance de l'esprit, et que l'esprit est capable de tout. Le point commun entre Satan et Sun Tzu, c'est d'avoir compris ça. C'est d'avoir compris que la connaissance de l'adversaire rendait possible la victoire contre l'adversaire. Et que, quand on utilise l'intelligence, le combat devient superflu. Je cite. La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de bien le régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher. Et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant. Feignez le désordre. Ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer. Simulez l'infériorité pour encourager son arrogance. Sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent. Là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l'adversaire dans d'inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance. Veillez à fortifier vos alliances au dehors et à affermir vos positions au dedans par une politique de soldats paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse et faire dépendre le sort de vos armes d'une unique bataille. Lorsque l'ennemi est uni, divisez-le et attaquez là où il n'est point préparé, en surgissant lorsqu'il ne vous attend point. Telles sont les clés stratégiques de la victoire. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même,
tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. L'art de profiter du près et du loin consiste à tenir l'ennemi éloigné du lieu que vous aurez choisi pour votre campement, et de tous les postes qui vous paraîtront de quelque conséquence. Il consiste à éloigner de l'ennemi tout ce qui pourrait lui être avantageux, et à rapprocher de vous tout ce dont vous pourrez tirer quelque avantage. Il consiste ensuite à vous tenir continuellement sur vos gardes, pour n'être pas surpris, et à veiller sans cesse pour épier le moment de surprendre votre adversaire. Aussi prenez une voie indirecte et divertissez l'ennemi en lui présentant le leur. De cette façon, vous pouvez vous mettre en route après lui et arriver avant lui. Celui qui est capable de faire cela comprend l'approche directe et indirecte. Avant que d'en venir à un combat définitif, il faut que vous l'ayez prévu et que vous y soyez préparé depuis longtemps. Ne comptez jamais sur le hasard dans tout ce que vous devez faire en ce genre. N'agissez pas si vous ne voyez pas d'intérêt clair pour le pays. N'utilisez pas vos soldats si vous n'êtes pas sûr du succès. Ne combattez pas si vous n'êtes pas menacé. Un souverain n'ordonne pas à son général de lever une armée sous le coup de la colère. Un général n'attaque pas parce qu'on lui a fait affront. Lorsqu'un souverain est animé par la colère ou par la vengeance, qu'il ne lui arrive jamais de lever des troupes. Lorsqu'un général trouve qu'il a dans le cœur les mêmes sentiments, qu'il ne livre jamais de combat. Pour l'un et pour l'autre, ce sont des temps nébuleux, qu'ils attendent les jours de sérénité pour se déterminer et pour entreprendre. La guerre, ce ne sont pas seulement les théâtres d'opération. Ce ne sont pas seulement les missiles et les bombes. La guerre, c'est aussi la guerre économique, la guerre sociale, la guerre d'ego. Il y a guerre quand il y a recherche du pouvoir. Et ce pouvoir peut aussi bien prendre la forme d'intérêt matériel que d'intérêt symbolique. On est en guerre contre celui qui ne nous reconnaît pas, qui ne reconnaît pas notre importance, notre valeur. On est en guerre contre ses proches quand on veut leur imposer notre vision des choses, ou quand les écouter n'est plus qu'un prétexte pour les réfuter. On est en guerre dès lors qu'il y a besoin de prouver. Et il est parfois nécessaire de mener certaines guerres. Parce que dès lors qu'on vit en société, il faut savoir s'affirmer. Il faut savoir se confronter. Tout le monde n'est pas animé par des intentions pures. Et ne pas réagir, rester passif face à ça, passif, pacifique, c'est oublier que la survie a ses impératifs. Mais une fois qu'on a admis que certaines guerres étaient nécessaires, n'est-il pas vrai que nous avons aussi tendance à alimenter des guerres inutiles, à concevoir notre existence comme un vaste champ de bataille et notre prochain comme un ennemi? Se pourrait-il que notre besoin de conflit déborde sur des cibles qui ne le méritent pas? Se pourrait-il que notre besoin de conflit se retourne contre nous-mêmes? Auquel cas, on retomberait sur cette recommandation de Sun Tzu, qui est que l'on a tout à gagner à choisir ses combats. Je vous remercie.